Cette semaine, dans le balado, on part à la conquête du monde, on s'installe dans un manoir anglais particulier et on cherche à s'intégrer dans notre nouvelle terre d'accueil. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Jean-François Breton et Patrick Marleau. Salut Jeff. Salut, tu m'as présenté en premier. Oui, j'ai fait une petite variante. Tu m'as fait tomber de mon cheval. Comme Napoléon. Voilà. Donc, écoute, une semaine très remplie, évidemment, du côté du sud de la frontière. C'est l'Action de grâce de Thanksgiving américain. Oui. Où on bombarde les cinémas de nouvelles sorties. Tous les jeux de mots de guerre sont permis aujourd'hui. Mais quand même, ici au Québec aussi, la sortie d'un film très attendu. Donc, avant de s'attaquer à ce bloc, ma foi, fort chargé, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Mais je voulais juste présenter le commanditaire de la semaine. Ah, bien sûr, oui, j'oublie, bien sûr. C'est correct, je voulais pas couper l'introduction, il n'y a pas de problème. Encore cette semaine, présenté par Voyage Laurier du Vallon. Fondé en 1963 par M. Jacques Laroche, Voyage Laurier du Vallon est bien plus qu'une agence de voyage, avec une expertise qui s'étend sur pas un, pas deux, mais bien 3 départements: vacances, congrès et événements et services aux entreprises. Voyage Laurier du Vallon se démarque par la force de ses équipes et la diversité de son offre de services. Et depuis 2017, l'entreprise a établi un partenariat avec Flight Center Travel Group, un joueur de renommée mondiale dans l'industrie. Alors ensemble, ils présentent une mission commune, vous partagez la passion du voyage. Par affaire ou par plaisir, Voyage Laurier du Vallon vous accompagne dans l'organisation de vos vacances, de vos déplacements d'affaires et de vos événements corporatifs. Plaçant la satisfaction des clients au centre de chaque décision, leur équipe passionnée s'assure de vous offrir un service personnalisé et ce, dans leurs 5 succursales de la grande région de Québec et de Montréal. Visitez le Laurier du Vallon avec 2L.com. Eh bien, on vous conseille d'aller regarder ça parce que peut-être en voyant le film Napoléon, ça vous donnera le goût de faire un pèlerinage en Europe. Oui, ou s'isoler sur des petites îles pendant 300 jours. Tout inclus sur l'île de Sainte-Hélène. Oui, voilà. Ça serait peut-être pas pire. un petit pèlerinage, là, des endroits où il était en tabarouette puis il voulait reprendre le contrôle. Alors, écoute, grosse semaine d'actualité. Ça brasse pas mal du côté d'Hollywood. Écoute, ouais, je suis pas un très bon détective de l'Internet, fait que tu peux tout m'envoyer ça. Parfait. Tu vas réagir. Je vais réagir à chaud puis créer des polémiques. Il y en a-tu qui ont créé des polémiques cette semaine? Ben oui, justement, grosse polémique entourant la nouvelle production de Scream 7 maintenant. On sait qu'il y avait un nouveau volet en cours, en tout cas de préparation. Je pense que le scénario est, je ne sais pas s'il est écrit ou en cours d'écriture, mais ça va pas bien du côté de la production parce que là, on perd coup sur coup nos 2 têtes d'affiche. Oui, parce que là, on allait travailler autour des demi-sœurs. Carpenter, ouais. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y en a une qui est la fille de Billy, puis blablabla. Fait qu'il y a Melissa Barrero puis Jenna Ortega. Jenna Ortega est devenue une super méga vedette. Entre les deux, Scream, effectivement. Donc, ça a bien servi au dernier film. Donc, en fait, c'est Melissa Barrera qui a été renvoyée, en fait, cette semaine de la production. Évidemment, le conflit en Israël et en Palestine divise beaucoup la société, évidemment. Et Hollywood aussi, ça semble brasser beaucoup de comédiens, de personnalités qui prennent pour une position ou d'une autre. Et évidemment, les gens sont très frileux. Donc, Melissa Barrera aurait peut-être écrit un peu trop de choses sensibles, en fait, qui... C'est une business d'argent. Là. Ben oui. Fait qu'ils n'aiment pas ça quand les gens prennent position. Il faut que ça reste apolitique parce qu'après ça, tu n'es pas capable de vendre le film. Puis là, ça revient contre toi. Tu coupes un public qui boycotte tes fêtes. Fait que dites rien. Soyez beau, souriez. Ouais. Puis je dis pas ça nécessairement en jugement, mais c'est plus comme ça. Soyez neutre là, un peu. Puis là, on peut vendre le film partout, puis tout le monde va vouloir aller le voir. Surtout dans la dernière année où des compagnies se sont voulu montrer quand même plus inclusives ou ouvertes. Et on sait quand même aux États-Unis, il y a certains coins qui est beaucoup de gens encore très réfractaires à tout ça. Donc, il y a des compagnies qui sont mises dans l'eau chaude. On pense à Budweiser, Target, Ouais. Et ça a eu de gros impacts économiques lorsqu'il y a eu des appels au boycott. Là. Parce que finalement, c'est triste, mais tu perds plus que ce que tu as gagné en étant inclusif. Ben oui, tout à fait. Surtout des trucs, ben là, c'est ma opinion, comme diraient les appendices, mais tu sais, Budweiser, c'était parce qu'il avait mis quelqu'un de trans, je pense, sur l'étiquette ou une affaire de même. Mais tu sais, je pense que la majorité, malheureusement, de la communauté, malheureusement, en tout cas, de la communauté trans, tant qu'à moi, si j'imagine le LGBTQ+, je pense pas que c'est tant que ça des buveurs de Budweiser.
Permettez-moi juste de penser ça, là. Vous aimez ce que vous voulez. Alors qu'ils ont fâché beaucoup plus de redneck en bas. Y a pas... C'était qui? Il y en a un qui est genre... Hey, c'est-tu... ça fait longtemps cette histoire-là, mais Kid Rock, là, c'est lui qui avait acheté des caisses de bière puis qui a mitraillé dedans tellement il était fort. C'est ça ton public cible. Là. Much, là. Barouette. C'est comme super cool l'ouverture, mais genre en même temps, vous avez très mal lu qui était votre public, puis vous avez essayé d'avoir un capital de sympathie. Mais c'est super dommage, mais je veux dire, cyniquement, c'est drôle. Donc, tout ça, le commentaire de Melissa, honnêtement, était pas. N'y est pas l'Holocauste, on n'était pas dans ce genre de truc-là. Là. Donc, mais Hollywood, on n'a pas pris de chance. Et le lendemain, c'est Jenna Ortega qui, citant des conflits de tournage l'an prochain, a décidé aussi de quitter le navire, de se retirer, parce qu'on sait qu'elle doit tourner la deuxième saison de Wednesday pour Netflix. Donc, c'est quand même un peu louche dès le lendemain qu'elle pense à co-vedette. Peut-être. Ah oui, en passant, je viens de checker ça, ça marche pas finalement. Ouais. Surtout que le film est tellement pas avancé qu'ils auraient pu, eux, déplacer leur date C'est et tout. clair. Fait que je pense que soit elle s'est dit, je veux pas me retrouver tout seul dans ce bateau-là. Ou par solidarité envers sa soit on va être en recast, soit on va être dans une espèce de scénario pas possible. De, ma soeur a disparu. Mais là, pour Scream 7, ils viennent de perdre tout où ils s'en allaient. Là. Il leur reste le jumeau-jumelle ou ils font de quoi de nouveau ou ils recast, ce qui serait quand même sauvage. Là. Ça s'est pas fait à date. Là. On a tellement gardé les trois OG assez longtemps. Puis là, comment ça a fini avec Neve Campbell puis toutes ces affaires-là. Fait que là, et ramener Neve Campbell, c'est délicat parce qu'elle n'était pas dans le dernier film à cause c'est ça. Puis ça a l'air désespéré là, quand même, ce qui serait un peu le cas. Puis là, c'est plus Radio Silence qui réalise. C'est pas un mauvais mec, là, mais on change quand même de direction. Puis fait que ça regarde pas bien cette affaire-là, mais je sens qu'ils vont s'entêter puis nous offrir de quoi de boboche qui vont essayer de faire une centaine de millions avec. J'ai hâte de voir. En tout cas, le réalisateur, c'était très drôle sur les réseaux sociaux. Il disait aux gens de se calmer parce que je pense qu'il recevait beaucoup de critiques. Mais il dit, regarde, moi, je suis pour rien. Ouais, c'est ça. C'est moi qui décide ça. Les films de même, c'est tout géré par la production. C'est ça, là. Alors, voilà pour Scream 7. Sinon... Fait que tournage à Montréal à Mané avec on sait pas qui. Voilà. Ça nous crée de l'emploi. Voilà. Toujours un peu, pas dans la controverse, mais quand même, il y avait le film Bike Riders qui devait sortir incessamment. Je pense que c'était le 1er décembre. C'était supposé être le 1er décembre, mais depuis peut-être mi-octobre, là, ça a été annoncé qu'il était juste sorti du calendrier. Même pas quand Disney a tassé plusieurs choses. C'est un Fox, je sais pas si c'est Searchlight, mais en tout cas Fox. Puis on juste dit, on verra plus tard, on sait pas. Effectivement, Disney semble un peu faire le ménage. Donc finalement, ils ont vendu les droits du film à Focus Features. Alors, pas nouveau vu ça souvent. Distributeur, c'est assez rare. Un film il a même été présenté au festival. Il était rendu à sortir ses écrans, puis là... Puis c'est pas un navet, là, il avait été bien accueilli non plus aussi. Là, fait que c'est, dans la pandémie, le confinement, ce qu'on a vu, c'est des plateformes acheter des films comme ça. Apple avait acheté un film de sous-marin de Sony, puis Netflix en a ramassé une couple d'autres de juste, gars, vous avez raté votre sortie en salle, on va reprendre la balle au bon. Ouais. Mais là, comme ça, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis que je suis le marché du cinéma. Écoute, ça a sûrement arrivé, mais... Puis les premiers écoutes étaient super bons du film. Oui, c'est ça, c'est assez positif. C'est vraiment, ça montre que Disney, là où ils s'en vont, des films comme ça. Quand c'est Searchlight, là, il y a Poor Things qui s'en vient, puis tout, ils sont capables de faire quelque chose, là, mais je pense que juste un drame de même, fait que... Ouais, je pense que on va tout ramener vers le blockbuster. Probablement. On sait que Disney, ne serait-ce que le Alien ou des affaires, ça doit être sûrement un peu plus dans leur corde. Une sortie d'ampleur. Donc, au moins, le film va avoir un autre distributeur, donc devrait tenir l'affiche quelque part en 2024. On n'a pas annoncé encore de nouvelles dates de sortie en salle. Mais là, au moins, nous, ça va redealer, Focus, ça va peut-être être Universal. Là. Souvent, ça se ramasse là. En tout cas, de la poutine. Sinon, dans les univers connus où on annonce de nouvelles suites. OK. Alors, ça, c'est quand même une que je trouve intéressante. On sait que Karate Kid il connaît un regain sur Netflix avec Cobra Kai, la série télé, dont une 6e et dernière saison va paraître cette année. Mais on avait annoncé un film aussi. Avec ce monde-là? Là, au moins avec Ralph Macchio et son Daniel LaRusso. C'est le seul confirmé. C'était le seul confirmé pour l'instant. Est-ce que c'est Daniel LaRusso?
qu'il y aurait un fils, puis que Il y en a, son il y a fils... en fait, il y a déjà une. Ok, un j'ai fils pas et écouté une la fille. série, Non, sont-ils là-dedans? C'est sa Ok. fille principalement qui fait du karaté. Ah, OK. Écoute, ce qu'on ne sait pas encore, et ça n'a pas été dit, est-ce que le film est une suite directe à la série télé ou on va partir sur d'autres bases? Parce que le Cobra Kai était quand même une suite directe aux 3 premiers films. Là. OK. Fait que j'ai hâte de voir créativement qu'est-ce qu'on va faire. Mais on a annoncé un autre comédien. Je pense que surpris beaucoup de gens, c'est Jackie Chan. Ah, ouais, Qui va être dans le film, qui avait déjà joué l'espèce de Celui Monsieur avec Miyagi dans le l'autre. fils de Will Smith. Oui, aussi, tout j'ai à oublié fait. son nom, Jaden Smith, c'est ça, ouais. Son personnage était Monsieur Han, c'était pas Monsieur Je pense Miyagi. que ça avait été un gros succès au box-office. Oui, ce oui, film-là. vraiment, Ouais. quand même. Puis comme surprenant qu'il n'y a pas eu de suite non plus. Donc, est-ce qu'il va interpréter le même personnage que dans ce film-là ou un nouveau personnage? Bon, il ne sera pas Monsieur Miyagi, c'est certain, parce que dans la série Cobra Kai, il est mort comme le comédien dans la vraie vie. Là, puis C'est ça, mais est-ce qu'il va être le nouveau mentor ou quelque chose comme ça? Effectivement, est-ce qu'il va se joindre à la Rousseau? Donc, bien de voir. Mais ça pique ma curiosité quand même. Ça, on a-tu annoncé? Et ça, On a annoncé quoi, dans le fond, qu'on part en production? Ou le tournage devrait commencer bientôt, mais on annonce une sortie le 13 décembre 2024. OK. Fait que ça va gauler vite. Là. Pour tournage, probablement, genre février-mars. Puis. OK, s'il n'y a pas trop d'effets numériques, puis tout, ils vont être. Ouais, dans ce film-là, je pense pas qu'il y en a C'est tant. qui? C'est-tu Disney qui a les droits? C'est Netflix qui. Ah, ouais, OK. Ouais. Oh, avec là, je sais pas si ça va se ramasser. Je sais pas sur si le film, ça va être. Pour le film au cinéma, c'est Sony. OK. Fait que j'ai l'impression qu'ils doivent conserver encore les droits cinématographiques, puis j'imagine qu'ils doivent être comme coproducteurs de. Ouais, ben là, j'espère à ce moment-là qu'ils vont faire. faire un vrai bon deal de cinéma comme Apple fait avec Napoléon, avec Killers, etc. là. J'ai vu un autre, c'était Argyle, là, qui va sortir. C'est un Apple film aussi, mais ils sortent ça. C'est Universal, puis tu sais, comme Amazon, ça fait longtemps qu'ils produisent des films, puis tout. On dirait que c'est la belle façon de faire là, pour gagner le cinéma. Sinon, toujours dans les nouvelles suites, c'était sorti, c'était cette année, en début d'année? Creed 3. C'était en mars dernier. Déjà, hein, c'est ça. Donc, il va y avoir un Creed 4. On va continuer la franchise. Michael Jordan revient aussi comme réalisateur. Ouais, ben là, c'est ça. B. Jordan, lui, il est tout correct. Là. C'est juste c'est Jonathan Majors, mais c'était juste le Nemesis. Fait qu'on n'a pas besoin de le... Pas besoin de le ramener pour le prochain. Donc, film en pré-production, en pré-développement. Là. On n'a pas encore de scénario. Je pensais qu'il y avait un peu déçu au box-office. Ben écoute, je pense que c'est United Artists et MGM. Je pense qu'on va être très satisfaits. Ça doit être le genre de film qui va encore aussi beaucoup en achat numérique puis en affaires comme ça. Sur les plateformes doit bien fonctionner, mais quand même au box-office mondial, 275 millions. Là. Okay, c'est pour un film qui coûte probablement 50-60 millions. C'est assez rentable. Donc pour les amateurs de Creed et qui sait, est-ce que Rocky va venir faire une petite apparition? On verra bien. Mais j'en doute. Il est-tu mort? Il n'est pas encore mort, le personnage? Non. Son arc narratif était quand même terminé, puis ça se terminait bien dans le Creed 2. Sinon, pour film de super-héros, on a trouvé le nouveau Lex Luthor à Superman pour le film de James Gunn, Superman Legacy. Puis, je me souviens même pas qui fait Superman. Quelqu'un de pas connu, j'ai oublié de le noter, mais non, c'est pas un gros nom, ce qui est quand même une bonne chose. Parce qu'ils l'ont choisi. Parce que oui. Okay. On avait annoncé Lois Lane. Je me souviens que quand j'ai fait l'audition, il a dit on rappelle juste les candidats retenus. Fait que je me demandais s'il allait me rappeler, mais finalement. Non, ça n'a pas. Non, toujours pas. Fait que je comprends que j'ai raté le bateau. Ouais, écoute, peut-être Aquaman, le prochain Aquaman. Oui, c'est vrai. Je vais checker ça. On va aller au gym. Donc, c'est Nicholas Hoult qui va jouer Lex Luthor, quand même un très bon comédien. Est-ce qu'ils vont le raser? On verra bien. D'habitude, oui, c'est son look signature. En même temps, on le choisit assez jeune, donc j'ai l'impression qu'on l'a dû signer pour 10 films. Puis, OK. Si on choisit un jeune, parce qu'habituellement, Lex Luthor est quand même un peu plus âgé. On se souvient de Gene Hackman dans le film de Christopher Reeve, évidemment, qui avait marqué le rôle. Spacey dans Superman Returns, qui avait fait un bon travail. J'ai jamais vu, puis c'était sympathique, beau film hommage au film de Christopher Reeve. Puis récemment, c'était J.C. Eisenberg, qui était un peu à côté de la traque. Il était pas rasé, il était pas chauve. Oui, je pense qu'il y a peut-être une perruque, mais à un moment donné, on le voit chauve, là, à un moment donné, mais c'est... Ouais, puis là, c'est un peu mort dans l'œuf, cette affaire-là. Tout à fait. Puis, c'est bon. Mais là, tu sais, c'est un scandale, ça. Pourquoi ils prennent pas des vrais chauves? Il y en a plein d'acteurs chauves. Ben oui.
Donc, c'est le tour des actus pour ma part. Ça va pas être moi. Moi, Superman, puis toi... Lex Luthor. Lex Luthor. J'avoue. Ça sera un genre de Jay et Silent Bob, mais de Superman. Faisons un audition tape qu'on enverra à Hollywood. Oui, c'est ça. On le mettra sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, j'ai rêvé 2 bandes annonces cette semaine. Vas-y. Alors, allons-y, le premier, film québécois, Hôtel Silence, de Léa Poul. Léa Poul, quand même, une grande réalisatrice québécoise, suisseau-québécoise. Je pense qu'elle est bien établie au Québec, mais oui, je pense que c'est mais européenne. Une de nos cinéastes qui tourne beaucoup à l'international aussi, a tourné des films en anglais. Donc, Hôtel Silence, quand même une adaptation là, d'un roman à succès qui avait été un best-seller, qui avait gagné des prix de l'autrice islandaise Audur Olafsdottir, qui met en vedette Sébastien Ricard et Reine Jacob, quand même une comédienne très populaire dans les années 90. Un film qui donne un peu des vibes de rebelle puis d'incendie. Donc, c'est un Québécois qui s'en va à l'international. Ici, c'est une espèce de menuisier, d'homme à tout faire qui est très dépressif. Puis au lieu de s'enlever la vie parce qu'il a peur que sa fille, son ado, trouve son corps, décide juste de partir, de quitter le Québec pour aller s'installer. De ce que je comprends, là, je pense que c'est pas un pays défini. OK. Ça semble évoquer beaucoup, probablement, la guerre de Bosnie en Yougoslavie, tout ça. Ça fait un pays balkan un peu. Donc, il va s'installer dans un vieil hôtel qui était abandonné, un peu détruit par la guerre. Puis il va juste tenter de rebâtir l'hôtel et lui-même. C'est ça, réparer l'hôtel, réparer ses problèmes. Voilà, fait que ça. Okay. Donc, non, ça a l'air vraiment très bien comme film. Moi, je pense... fin mars, je pense, il me semble. Ouais, c'est le 29 mars. Très fin mars. J'ai bien hâte de voir ça. Sinon, le nouveau Blumhouse... Imaginary. Oui, Imaginary, effectivement. Également pour le mois de mars, celui-ci, début mars, le 8 mars. C'est un espèce d'ourson qui est comme ami imaginaire de la fillette, mais que finalement serait une genre de vraie entité. Non, effectivement, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est une dame qui retourne chez elle, probablement dans sa maison de jeunesse avec sa fillette, et elle va prendre l'ourson de la femme en question, là, qui semble juste avoir été abandonné dans cette maison-là. Va se lier d'amitié avec cet ami imaginaire-là, mais il va se passer toutes sortes de choses un peu creepy, où elle va faire toutes sortes de challenges et de choses comme ça, là, une espèce de liste de trucs à accomplir. Mais ça semble aller de plus en plus vers des épisodes de violence, tout ça. Ça a l'air d'un bon horror flick, comme on peut dire. Écoute, on reconnaît, je pense, l'esthétique de Blumhouse. Moi, je pense que ça risque d'être un autre succès pour eux. Ben oui, c'est ça. Bravo. On pourrait faire ça, nous autres. Là, qu'on choisit de ne pas faire cette facilité-là, de faire des films d'horreur à 5 millions, des mettre partout. On pourrait, là. Mais non. Bien sûr. Ça pourrait être un balado hanté, quelque chose. Quelqu'un qui écoute un balado puis devient possédé. Mais là, en plus, Ghostbusters a déjà pris un personnage qui s'appelle Podcast. C'est vrai. On pourrait l'appeler Balado puis le faire au Québec. Là. Donc, allons avec les sorties de la semaine. Veux-tu commencer? Allons-y avec le gros morceau. Napoléon de Ridley Scott, l'homme qui tourne plus vite que son ombre. Malgré Ridley, son âge avancé. Quand même assez surprenant. Il faut lui donner crédit quand même. Ouais, puis toujours des films d'ampleur. Hein. Il c'est pas encore au drame intimiste. Non. Avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, un des rares Français du film pour eux. On est autour des années 1800 en France. C'est écoutez, une partie de la vie de Napoléon. Là. On commence pas à sa naissance, mais on alterne beaucoup entre le mariage et ses problèmes conjugaux avec Joséphine. Fait que Napoléon, qui est un grand stratège militaire, Napoléon Bonaparte, qui va gagner de nombreuses guerres, défendre la France là, suite aux révolutions contre les puissances européennes, puis monter tranquillement dans les échelons politiques. Mais éventuellement, sa fougue et son arrogance vont finir par lui nuire, par jouer contre lui et lui créer des ennemis. Donc, un film assez long, faut sachier. C'est un 2h40. 2h40, c'est ça. Fait que, qui passe quand même assez vite, honnêtement. Oui, parce que c'est chargé. Là, il y a des bonnes... écoute,
je te vole le droit de parole, là, mais tu sais, Non, mais vas-y. c'est des séquences de guerre, là. Il y en a énormément. On revisite ces grands faits d'armes. En fait, donc la guerre d'Austerlitz, Waterloo à la fin. Toulon au départ. Toulon au début qui l'a donné qui a amené à son ascension. Donc à ce niveau-là, écoute, recréation magistrale. Il y a les moyens de ses ambitions. Oui, comme on montre la brutalité aussi de la guerre par moment quand même. Il y a quelques séquences visuelles. Oui, ça me rappelait un peu Braveheart, le Braveheart ou le Patriote aussi avec Mel Gibson. Là, les fameux... tu sais, toutes les Braveheart, c'est un contexte un peu différent, mais les Patriotes, c'était ça, là, les Français et les Anglais. Puis on avance avec un petit gars qui joue du tambour. Les Écossais. OK. Dans Braveheart. Oui, mais pas Braveheart, le Patriote. Oui. En fait, c'est pas les Américains et les Anglais? Ou il y a des Français? Oui, c'est les Américains. C'est ça. C'est plus ça. Mais bref, là, t'avances en jouant du trombone, pas du trombone, du tambour, puis là, tu reçois un boulet qui t'arrache la jambe, puis des affaires comme ça. Il y a un peu ce côté-là. Oui, tout à fait. C'était vraiment c'est la pure folie. Je me souviens que Martin Petit, dans un de ses premiers spectacles, avait fait un numéro où il se moquait de cette façon de se battre. Là. Tout passe par les généraux, là, les générales là, qui sont comme bon, ben je suis un meilleur stratège que toi, fait que j'envoie 2000 hommes sur le flanc, 3000 là, je te pogne. Puis tu sais, c'est pas grave qu'ils meurent parce que dans l'ensemble, on gagne. Oui, ça a l'air comme un jeu d'échecs, un jeu de stratégie. On a nos pions, on a nos trucs. Oui, c'est. Et c'est assez déconcertant. J'ai eu le même feeling en regardant le film. Je me disais, hey boy, heureusement qu'on n'est plus là, qu'on est rendu ailleurs, parce que ça devait être quelque chose quand même. Tu te fais recruter dans l'armée, let's go, tu t'en vas au front, tu t'en vas te battre. Tu vas te battre jusqu'à temps que tu meurs. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis tu dis, t'as les gars de tambour, l'autre qui porte le drapeau, puis ça, t'as même pas d'armes, tu t'avances, puis Puis les autres, tu sais, c'est pas non plus comme, on va essayer de pas le tirer, lui, là, c'est pas, tu sais, comme, non, moi, je tire un boulet, je charge mon gun, je tire, pendant que je charge, je me fais tirer, ça, c'est très barbare. Oui, c'est ça. Mais c'est pas barbare comme des Vikings qui fessent dans le top et qui ouvrent des bras, c'est barbare comme, c'est de la chair à canon. Ouais. T'es là, puis t'attends. Ça a amusé des généraux, comme tu dis, des gouvernements, des aristocrates qui, pour eux, c'est petit peuple, puis on s'en fout. Ouais, on gagne un territoire, on perd un territoire. On fait des alliances. Puis, écoute, c'est toi qui quelqu'un me disait que, tu sais, à ce moment-là aussi, les guerres finissaient souvent, les batailles, comme bon, mais c'est beau, t'as gagné. Puis là, après, les dirigeants, ils vont s'asseoir à table, prennent un café, cassent la croûte, disent bon, mais regarde, vu que j'ai gagné, tu me donnes l'Alsace. Parfait, je te donne ça. Puis, tu sais, 12 ans plus tard, on rebataille pour, puis là, je t'en redonne. Puis c'est du stock market de territoire après avoir. On a perdu celle-là, il y a 8000 hommes qui est mort. Tu sais, ça veut dire que puis là, c'est la France, mais c'est pareil pour la Prussie, tous les autres endroits. La Russie, l'Angleterre, fait que c'est comme, dès que t'as genre, je sais pas, là, entre 15 et 30 ans, tu sais, comme tu vas à la guerre. Oui, et ton espérance de vie vient de drastiquement chuter. Donc, film vraiment spectaculaire, à grand déploiement. You see what you see, what you got to get. Là, avec Ridley Scott, là, on sait que techniquement, il fait toujours des films intéressants. Après ça, je dirais peut-être juste le bémol, c'est quand même dur de s'investir dans un personnage qui est quand même antipathique à la base. Ouais, tyrannesque. Qui est tyrannesque, évidemment. Oui, qui a fait quand même des choses intéressantes pour la société française, qui est escamoté dans le film. On le voit pas vraiment. Hein, on se concentre vraiment sur la guerre et surtout... Un genre de rise and fall. Oui, c'est ça, assez classique. Et tout ça lié avec son amour très difficile avec Joséphine. Je pense que se sont inspirés beaucoup des lettres qui se sont écrites, les correspondantes entre les deux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les vrais mots qu'ils vont lire, mais souvent on les entend en voix off, en narration. Fait que c'est pas un portrait très nuancé. D'ailleurs, en France, le film s'est fait pas mal attaquer par beaucoup d'historiens. Là. Non, mais il l'attendait avec une brique et un fanal. Oui, d'avance. C'est sûr que d'avoir un Américain qui joue Napoléon, je pense que certains ont été froissés, mais en même temps, c'est produit par des Américains pour des films américains. Là, fait que le marché américain, là, fait que ça peut pas être autrement. On n'aurait pas mis Vincent Cassel, là, c'est sûr. Là. Fait que faut accepter ça d'emblée. Puis ça, c'est un peu étrange. On en parlait aussi, que tout parle en anglais. Pas mal tout le monde. Botchés en français. C'est ça, tout avec des accents britanniques. Puis t'as Phoenix qui est l'américain. Là. En même temps, bon, ça fait... je trouvais ça plausible comme explication. Je pense que c'était Ridley Scott ou un critique, en tout cas, disait tant que Napoléon était corse aussi, donc il n'a pas été élevé en français, avait un accent quand même par rapport aux autres Français. Donc, ça justifie un peu l'accent plus... américain de Phoenix comparé aux autres Britanniques. Mais tu sais, c'est la production, là, je veux dire, les Américains, il faut que les films soient en anglais. À chaque fois qu'ils aiment un film,
quelqu'un l'achète puis ils le refont. Là. C'est toujours leur version. Puis tu vois ça comme... C'est comme si la personne te racontait l'histoire en anglais. Tu as juste à t'imaginer qu'il parle en français. Mais fait que c'est une façon de voir les choses. Moi aussi, ça m'énerve un peu, mais je quand même apprécié ce visionnement-là. Mais comme tu dis, c'est assez froid comme film, mais ça se veut comme ça. Là. La direction photo est grise et terne un petit peu. Là, mais c'est des acteurs de talent puis de performance puis très investis là-dedans. Puis ça a l'air d'être quand même un tournage physique. T'es souvent à l'extérieur, au grand vent, au fret, dans tes vieux vêtements d'époque, même si t'es refaites, là, du caleçon, trappe à caca, puis tout pas confortable, puis t'es là-dedans pendant 3 mois de tournage. Puis même pour lui, là, comme on dit, Ridley Scott à 82 ans. Oui, mener de cette barque-là. T'as beau avoir ton manteau North Face et ta tente chauffante, t'es là, tu sais. Ouais, toute mon admiration. Et d'ailleurs, les moments les plus spectaculaires, ce sont les récréations de ces batailles-là, surtout celle d'Austerlitz, qui se passe sur un lac glacé qu'on voit dans la bande-annonce. Là. C'est assez quand même spectaculaire. Qu'on dit dans la vraie vie, c'était un petit peu moins grand, un peu moins vaste comme étendue d'eau, mais c'était vraiment cette stratégie-là quand même qui a vraiment existé. Là, d'avoir l'air de se faire avoir. Ouais, c'est ça, pour faire couler les soldats sur des étangs. Là. C'était pas un gros lac, mais quand même. Donc, écoute... c'est un film wow. Là. Oui, c'est ça. C'est grand écran, là, comme on dit, le son, l'image... Vivez-le là, au cinéma. Puis il y a un pan de l'histoire qui est quand même fascinant, un personnage fascinant qui a modelé quand même un peu toute notre histoire présente, là, parce qu'on a eu ces moments de l'histoire charnière entre des dictatures puis des gouvernements démocrates et tout ça. Donc, en fait, c'est un peu la naissance, le berceau, pas le berceau, mais la naissance de la démocratie, finalement, dans des pays fragiles. Fait que c'est... Ça vaut la peine. C'est ce genre de film qu'il faut absolument voir sur grand écran. Là. Voilà, c'est ça. Puis oui, j'ai entendu, je ne sais plus plusieurs chaînes télé là, ont ressorti tous leurs documentaires puis des trucs sur Napoléon. Puis c'est sûr que c'est plus complet, mais là, ici, c'est transformé dans une histoire excitante puis une mise à l'écran. Puis tout à fait. Un genre de reconstitution. Fait que, où l'amour est au centre de tout ça et que finalement cet amour va le détruire carrément aussi, Napoléon. Là. D'ailleurs, petit fun fact, Ridley Scott avait choisi, il avait déjà travaillé plutôt avec Joaquin Phoenix. Évidemment, c'est une réunion pour eux avec depuis Gladiator en 2000. Et c'est suite en voyant Joker que Scott a dit, je pense que il est bon, le petit. Ouais, je pense. Puis là, il venait de gagner l'Oscar. Fait qu'en plus, au point de vue commercial pour les studios, c'était rassurant. Puis, quand même aussi, petit fun fact un peu ironique, le film n'a pas été tourné du tout en France. Fait que c'est en Angleterre, au pays de Malte et tout ça. Donc, raison de plus pour que c'est ça, les Français soient... je comprends tout à fait. Là, je dis pas ça pour les critiquer. C'est juste comme on disait. C'est comme... Oui, ça parle d'eux, mais c'est pas eux le public cible. Là, en lisant un peu, j'essaie de voir un peu les historiens et tout ça, puis les académiques, ils semblent vraiment avoir comme 2 camps. Fait que tu as des gens qui sont assez pro-Napoléon là, quand même, ils reconnaissent l'importance qu'il y a eu, puis d'autres, qui sont plus du côté, finalement, c'est quand même plus un tyran. Puis d'ailleurs, c'est intéressant à la fin du film où on monte par bataille, le décompte des morts et tout ça. Écoute, quand même 3 millions de soldats qui sont morts pendant les guerres napoléoniennes sur une population de 30 millions. Là. Fait que 10% quand même, beaucoup, c'est énorme. Ouais. Aïe, aïe. Alors, allons complètement ailleurs. Parlons de rue. Oui. Charles-Olivier Michaud, adaptation évidemment du roman de Kim Thuy. Oui. On est à la fin des années 70. Il y a une famille vietnamienne, des Boat People, qui va débarquer au Québec. En fait, c'est suite à la fin de la guerre du Vietnam, dans le fond, où là, le sud et le nord se sont comme unifiés. Ça a fait beaucoup de bisbilles à l'interne. Fait qu'il y a eu une arrivée massive là, de Vietnamiens, de familles vietnamiennes à ce moment-là, au Québec, entre autres. Fait que ce qu'on présente ici, c'est l'arrivée de cette famille-là, que heureusement, les parents, comme ils ont une bonne éducation, parlent français, mais pas les enfants, mais là, doivent s'acclimater. Ils arrivent en plein hiver. Je pense que c'est pas mentionné dans le film, mais c'est à Grand Bay que c'est arrivé dans la vraie vie. Fait qu'en région comme ça, au Québec, puis là, c'est de devoir découvrir tout ça, tout ce changement de culture, mais aussi là, de créer sa nouvelle vie, puis d'accepter ce qui a été laissé derrière. C'est un peu ça. C'est l'adaptation, c'est ça, de Charles-Olivier Michaud du livre de Kim Thuy, qui a été un roman très, très populaire. Ouais. Un roman à succès et qui a mis Kim Thuy sur
devant les projecteurs là, partout. Carrément, Là. ouais, Elle fait de tout maintenant. Là, Oui, devenue une chouchou animatrice, médiatique puis- parce qu'elle est Puis elle écrit tellement plusieurs livres aussi. Là, ouais. sympathique, charismatique et drôle. Donc, d'ailleurs, elle avait gagné le prix du gouverneur général aussi. Là, vraiment, OK, là. Fait, voilà. ouais. Fait que, écoute, c'est un peu ça. Il n'y a pas une longue trame, c'est plus on suit ça. On suit ça beaucoup au travers des yeux de la jeune Chloé Janji qui joue Tin. Mhm. Fait que c'est comme un peu l'histoire de Kim Thuy et sa famille, mais il y a des noms différents. Ce qu'elle avait mis dans le roman aussi, d'ailleurs, un peu pour se sortir un petit peu d'elle-même, mais c'est pas mal toute elle, c'est juste les noms qui sont changés. Fait que le roman le film et le roman, mais le film est construit de sorte qu'on voyage un peu sur le passé, qu'est-ce qu'il y a eu au Vietnam pour mieux comprendre la position qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vivent maintenant. On disait que c'était un roman inadaptable. Ceux qui l'ont lu, c'est un peu comme un journal, c'est comme des passages. Ça finit souvent que tu as comme. C'est 1 page et demie d'écriture. Là, le bas de la page est vide, tu tournes la page. Là, il y a une nouvelle qui commence. C'est vrai, très. C'est pas un récit linéaire nécessairement. Non, c'est ça. Fait des qu'on disait que pensées, c'était. des observations. C'est pour ça qu'on disait, hey, tu peux pas adapter cette affaire-là, mais. Tu sais. Kim. Non, on s'est parlé, je l'appelais Kim. Elle, c'est ce qu'elle a dit à Charles Olivier puis au scénariste Jacques David. C'est comme, tu sais, faites votre film. Là. Moi, je l'ai déjà vu, je l'ai vécu. Vous n'avez pas besoin de mettre en image exactement ce que j'ai eu. Lisez le livre, imprégnez-vous de ça, puis les émotions, c'est vraiment ça, le ressenti que vous avez. Faites un beau film avec ça, puis c'est cool. Là, tu sais. Elle était productrice associée, mais elle s'en est. T'sais, elle avait un rôle conseil, mais elle n'a jamais forcé sa décision, sa direction et tout. Et je pense que t'en conviendrais comme moi que le résultat est plus que satisfaisant. Oui, c'est un très bon film. C'est un film de oui, feel good, mais pas feel good comme une bonne comédie. Là, mais tu sais, c'est des bons sentiments, c'est très positif sur peut-être en tous ces temps de guerre, juste un accueil chaleureux. Ben là, au générique, c'est sûr que les faces vietnamiennes, on les connaît pas ou très peu. Chloé Janji, c'est son premier rôle, la jeune. Chantal Thuy, Jean Buis qui jouent les parents. Il y a Patrice Robitaille et Karine Vanasse qui sont les faces connues. Eux jouent le rôle de la famille d'accueil, des parrains. Fait qu'ils vivent pas chez eux, mais ils les aident dans leur quotidien à s'installer et tout. T'sais. Et ce que moi j'ai aimé, c'est qu'on dépeint c'est ce côté-là un peu parfois maladroit des gens. Je pense que Québécois peut-être aussi, mais quand même qui sont curieux de l'autre, qui veulent les aider, qui ont une bonté. Mais des fois, ça fait des petits malaises qui sont juste sympathiques. Je trouve que c'est bien recréé. Puis, à moins que je me trompe, c'est pas mal. Il y a eu d'autres vagues par la suite, mais c'est comme la première, je pense, vraiment d'intégration comment dire ça, des immigrants. D'immigration. C'est ça, je cherchais tout simplement comme ça par rapport. Après, il y a eu la Bosnie, il y a eu la Syrie, il y en a eu d'autres, mais c'était comme la première fois. Là. Fait que... Et en entrevue qu'on a eu la chance de faire avec l'équipe, Charles-Olivier Michaud disait c'était important pour lui que ce ne soit pas le Vietnam qui soit exotique, mais que ce soit le Québec, donc tout soit vu de leur point de vue à eux. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien amené, surtout dans le jeu et le regard de la jeune Chloé Janji qui est formidable. Tout passe par ses... C'est en observation. Vraiment, souvent, on a l'impression d'être une extraterrestre avec elle, puis d'arriver dans ce coin-là, puis de dire « My God ». Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce pays de fou-là? Donc, je pense que ça va vraiment plaire à tout le monde. Honnêtement, c'est le film québécois. Là, oui, je pense que ça va. J'espère que ça va. Attendez pas jusqu'à Noël pour le voir. Il faut qu'il y en a quand même qui viennent le voir avant pour qu'il maintienne son temps à l'écran. Mais d'après moi, si tout fonctionne bien, que les derniers succès des films québécois, là, celui-là est à la qualité est là dans le film. Oui. Fait que je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. J'ai vu déjà qu'il y a beaucoup d'activités scolaires aussi qui se font autour du film. Il y a quelque chose de très intéressant, ne serait-ce que parce que c'est un roman à succès, mais la qualité du film, puis le sujet traité, le propos. Qui demeure très d'actualité là, avec les immigrations. Fait que c'est un film très empathique. Oui. Le père dans la famille là-dedans est comme super positif, puis non, il n'y a pas de métier niaiseux, j'ai juste besoin d'une job, il faut que j'aide ma famille. Puis tout le long, je me demandais s'il allait craquer à un moment donné. Si c'est là que ça allait, qui est comme, hey là, je suis plus capable là, de toute cette pression-là. Puis il continue, puis il y a un positivisme. C'est ça, une résilience, effectivement, une force de caractère vraiment intense. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Direction photo, la musique. L'hiver est super beau dans ce film-là. Il est vraiment mis de bonne façon à l'écran. Fait que c'est un film de cinéma aussi. Là. Des fois, on pense que c'est juste les gros Napoléons et ces affaires-là, mais il y a vraiment des super belles qualités qui vont être exploitées dans une bonne salle de cinéma. Puis,
J'ai entendu Kim Thuy en entrevue. Oui, on a eu une entrevue avec elle, mais dans une autre entrevue, elle parlait beaucoup de son arrivée à elle, non pas là, du film ou du roman, mais vraiment l'expérience qu'elle a vécue. Puis je comprends un peu plus ce qui est mis en image dans le récit, dans le film. Quand elles arrivent puis ils débarquent de l'autobus, la première fois qu'ils arrivent, mettent le pied, il y a une tempête de neige puis tout. Puis elle a dit, tu sais, on revenait là, du transit en bateau où, tu sais, c'était comme insalubre, fait qu'on avait des poux, on avait la diarrhée, on était dégueulasse. Fait qu'au-delà oui, il y a un super choc thermique, là, on n'a jamais connu un froid comme ça, on voit la neige, mais dès qu'on est descendu à l'espèce de gymnase, de la salle communautaire là, à Granby, les gens nous ont étreints, là, nous ont pris dans leurs bras, ils étaient super chaleureux, puis ce choc-là, je pouvais pas croire que là, d'où on venait, comment on était maganés, comment on était faible et terrorisé, ces gens-là étaient si chaleureux, tu sais, puis le film met ça aussi. Oui, c'est les éléments, puis c'est l'hiver, mais c'est cette espèce de bonté humaine-là, finalement. C'est ça qu'on voit ici. Puis j'en parle, notre épisode spécial est déjà en ligne, là, avec le réalisateur Charles-Olivier, Kim Thuy, puis Chloé Janji, qui est super sympathique vraiment et tout pétillante également, là, la jeune fille. Puis... je le mentionne, ma scène favorite, puis je trouve que ça résume bien un peu l'essence du film, c'est que là, ils sont un petit peu acclimatés puis installés. Puis là, c'est la famille vietnamienne qui reçoivent chez eux à manger la famille québécoise. Puis, fait que, tu sais, ils sont en pantoufles, en Fentex, dans leur cuisine. On doit être rendu en 79-80, mais décoré années 70. Toute la belle vaisselle Fire King qui est comme super à mode, de nouveau, très courue dans les marchés aux puces, avec des plats vietnamiens typiques qui ont l'air excellents, même si probablement plein de viande, mais qui ont quand même l'air genre vraiment bons. Puis cette espèce d'amalgame-là, être genre 8 autour d'une petite table de cuisine d'appartement, puis tout, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Puis tu sais, Charles-Olivier puis son directeur photo, j'ai oublié son nom, je pense que c'est un Jean-François quelque chose. Puis ils prennent le temps de... Jean-François Lard, parfait. Ils prennent le temps de montrer ces images-là. C'est vraiment un film super agréable à regarder. J'ai vraiment hâte de le revoir déjà pour analyser encore plus. Vraiment, vraiment. Et on invite les gens. Donc, allez écouter cet épisode spécial-là. C'est super le fun. On apprend plein de belles choses. Donc, allons complètement ailleurs en Angleterre cette fois-ci. Dans le moins chaleureux, là. Oui, avec Saltburn d'Emerald Fennell. Oui, Emerald Fennell qui est arrivé un peu de nulle part, qui a surpris tout le monde en 2021 avec Promising Young Woman, qui mettait en vedette Carey Mulligan, qui avait été nommé dans plusieurs catégories d'Oscar, qui avait gagné celui du meilleur scénario original, qui défendait beaucoup attaquait la culture du viol et tout. Là, ici, on est plus dans le weird. Ouais. Moi, je me trompe, c'est un scénario original, ça vient pas d'un livre. Ça met en vedette Barry Keoghan, qu'on voit de plus en plus, et souvent dans des petits rôles weird. Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant et Archie Madekwe, qu'on a vu dans Gran Turismo il y a quelques semaines seulement. Barry Keoghan est un étudiant d'Oxford issu d'un milieu plutôt modeste. Il va se faire, puis Oxford, c'est super dispendieux, là, top université et tout. Fait qu'il va se faire des amis beaucoup plus aisés. En fait, il va travailler fort pour se faire ces amis-là, passer un peu le stade des classes sociales. Et parce que ça va pas très bien dans sa vie, il va se faire inviter comme tout l'été à passer l'été avec, un peu dans cette famille-là de bourgeois assez excentriques qui font pas grand-chose sauf vivre sur l'argent familial. Dans le manoir qui s'appelle Saltburn. Fait qu'il va devenir un peu l'espèce de chouchou de la famille tout en trouvant qu'il y a des affaires un peu bizarres, on lui rappelle, il fait penser à telle personne qui était là l'été d'avant, puis des choses comme ça. Puis on dirait que la nuit, les esprits s'animent, puis que tout devient très étrange. Ça vire pas en film d'horreur, mais plus en genre de suspense, tranquillement, tout le monde est weird, tout le monde est un petit peu sociopathe dans ce film-là. Fait que c'est un peu ça. Le film lui-même, on sait pas trop où on s'en va. Faut accepter juste une espèce de... On navigue en bateau, il y a des vagues houleuses, puis on nous présente des scènes qui ont le potentiel de devenir iconiques, des trucs assez troublants. Ne serait-ce que le film est 13 ans et plus, érotisme, puis je me dis, bon, on va voir du sexe, puis des seins, puis c'est comme, non, c'est pas cet érotisme-là. Ça vaut sa note, là, en tout cas, ce visa-là, mais c'est pas le sexe classique qu'on va voir dans un film. Comment dire? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'adore l'espèce de cinéma indépendant américain qu'on se permet des folies comme ça.
Un peu long, peut-être quand même. Il y a un petit, peut-être 5-10 de trop. Mais je comprendrais quelqu'un qui haïsse ça. Là. Mais moi, j'adore ça. C'est assez déroutant. C'est ça, des gens atypiques. On ne sait pas qu'est-ce qui les mène, qu'est-ce qui les drive dans la vie. Il y a des combats de coq un peu cachés pour avoir de l'argent. Il y a ça. Il y en a un qui est comme l'ami de la famille qui se fait vivre par eux. Lui, joué par Archie Madekwe. Fait qu'il y a comme, il est comme des bonnes grâces de la famille, fait qu'il essaie d'en abuser. Il y a une guerre derrière les rideaux un peu pour abuser des autres qui sont... Tu sais, on dirait qu'ils n'ont jamais eu la vie dure, fait qu'ils peuvent se permettre d'être n'importe comment. Là. Il y a un petit côté Yorgos Lanthimos là, dans ce film-là, tout à fait. Mais toi, écoute, j'ai autant adoré que toi. J'y allais un peu à froid. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais juste lu un peu qu'il y avait un certain buzz là, depuis qu'il était présenté dans différents festivals, là, mais tu sais, sans plus. Fait que voilà, j'ai été frappé. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne ce genre de tangente-là. Parce qu'au début, on navigue un peu genre de coming of age, là, d'apprentissage, d'amitié. Puis après ça, on ne sait pas trop vers où ça va s'en aller. Donc, c'est très difficile. Je ne veux pas trop en parler. Il faut vraiment que vous découvrez ça. Mais écoute, quelle histoire intéressante. Réalisation audacieuse. Emerald Fennell, écoute, en 2 films. Et je pense une des nouvelles voix du cinéma féminin. Produit par Margot Robbie aussi, le film, qui avait aussi produit Promising Young Women. J'avais oublié ça. Donc, deuxième film Lucky avec Seven, production. Lucky Chap. Lucky Chap. Donc, je trouve ça intéressant que tu es capable de faire du Barbie, mais autant aller dans des films comme ça, avec des propositions audacieuses, distribution extrêmement solide. Ouais, je pense que c'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce que Keegan va faire d'autre dans sa carrière. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un acteur sous-estimé. Ouais. Mais c'est le genre de performance, pas nécessairement à la Joker, là, over the top tout le temps, mais plus ça avance dans le scénario, dans le récit, plus t'es comme... OK, ça s'intensifie, là, ces affaires-là. Puis, ouais, c'est ça. Quelques scènes un peu choquantes. Vraiment, on n'est vraiment pas dans l'horreur, pas horrifique, mais juste un peu perturbantes, déstabilisantes. Qui ont... la capacité de devenir iconique, si un peu moindrement de gens vont voir le film. Là. Fait que si vous aimez le cinéma original, audacieux, différent, Saltburn est vraiment le film à voir. C'est un truc que j'ai aimé. Je ne sais plus si on dit exactement quand ça se passe, mais mettons genre... 2006. Ouais, c'est ça, j'allais dire. 2005-2006. Fait que moi, j'ai aimé ça revoir la musique. Ben, les looks, c'est sûr qu'ils sont vraiment des gens riches. Fait qu'ils s'habillent pas comme m'habillait, mais revoir quand même une esthétique de ces années-là. C'est peut-être surtout par la musique que ça passe là, quand ils font des parties, là, juste les tubes. Les tubes. les hits dansants et tout. Les tubes sont super. Fait que. J'aime ça. C'est ma nostalgie à moi, finalement. Là. C'est quand j'avais 20 ans. Là. Fait que, voilà. Fait que j'ai beaucoup aimé ce genre d'affaires-là, mais peut-être regarder une bande-annonce, si vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être pas votre bague. C'est pas le film pour tout public. Ah non, vraiment pas. Puis quand même, Emerald Fennell, j'étais curieux un peu. Elle est aussi comédienne dans la vie. Okay. Elle a tourné dans beaucoup de trucs, dont plus récemment dans la série The Crown. Elle jouait Camilla Parker Bowles, plus jeune. Évidemment, la future femme du prince Charles. Et c'est aussi une scénariste, parce qu'elle a scénarisé ces 2 films-là, mais pour la télé, une série que j'ai entendu beaucoup parler, puis là, je pense que je vais être obligé de l'écouter, c'est The Killing Eve, qui était créé par Phoebe Waller-Bridge, qui avait scénarisé la première saison. Là, c'est Emerald qui a fait la 2e saison, mais ça avait été embauché par Phoebe Waller-Bridge, qui est aussi son amie. OK, fait comme la même gang de nouvelle génération. Tout à fait, d'autrices britanniques, tout ça. Là, fait que je vais absolument, je pense, aller voir ça. Et le manoir existe pour le vrai. Oh. Petit fun fact. Es-tu à vendre? Je ne pense pas. En fait, il voulait vraiment trouver un manoir qui avait été jamais présenté à l'écran encore au cinéma. Donc, c'est le manoir Drayton House qui s'appelle, dans le Northamptonshire. Alors, donc, on a vraiment tourné sur place et la comédienne, la réalisatrice voulait ça aussi. Ça ne voulait pas changer de spot à chaque fois. Elle voulait vraiment l'esprit de camp de vacances. On s'installe là pour 2 mois, puis on filme. Puis, c'est ça. Il y a juste le labyrinthe qui a l'air d'avoir été créé. Pas sûr qu'il y a ça pour vrai. Je pense qu'il est là, ouais, effectivement. Il y a comme une shot où on le voit à travers la fenêtre. Je trouvais qu'il avait l'air d'être mis numériquement. Là. Mais j'ai pas été voir, mais je pense que c'est comme un des manoirs les plus luxueux et les mieux gardés dans l'Angleterre, là, avant qu'ils choisissent. Là.
Fait que, d'ailleurs, contractuellement, personne ne devait dire qu'il tournait là au moment du tournage. Là. Fait que voilà. Fait que Saltburn, ouais, je pense que c'est un petit bijou intéressant. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pas sur tous les écrans. Là. Checkez ça où il est disponible. Justement, dans les autres sorties, on a aussi vu le drame psychologique L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Qui, avec en tête d'affiche Virginie Efira et Melville Poupeau. Virginie Efira qui est toujours brillante actrice dans comme 4 films par année. Oui, c'est ça. C'est son film du trimestre. Oui, c'est ça. Fait que, puis comme elle a un certain succès, ben souvent ses films sont acquis ici au Québec. On les a presque tous, là, comme un Fabrice Lucchini, mettons. Fait que pensant avoir trouvé l'homme de sa vie, ben, cette enseignante-là va commencer une vie avec le personnage de Poupeau, puis se retrouver progressivement isolé de ses proches et dans une relation d'abus psychologique, finalement, avec cet homme. Fait que c'est une belle histoire de manipulation. Ouais. C'est, comment dire, je dis ça positivement, mais c'est genre insoutenable. C'est comme positivement désagréable, je trouve, comme film, comme écoute, de voir, tu as envie de la sortir de là. C'est comme toutes les trigger warning, comme on dit. On n'est pas dans la violence physique, mais psychologique, c'est quasiment pire. C'est ça, il y a retire, il y a contrôle, il s'excuse, c'est de sa faute à elle, regarde ce qu'elle fait faire, je t'aime trop, etc. Là. Fait que tout est super. Pourquoi tu me laisses devenir de même? Puis là, évidemment, ils ont des enfants, fait que ça complexifie tout, puis elle est comme pas capable de sortir de cette relation-là. Fait que c'est ça, on a vraiment envie de la câliner puis de l'aider. Truc juste vraiment bizarre, elle joue des jumelles. Ouais. Je trouve que ça n'a aucun rapport. Je comprends qu'elle a besoin, pour les fins du récit, tout d'avoir une sœur, mais ça aurait pu être à moins, là, je sais pas si c'est un anti-spoiler, mais ça sert à rien que ce soit une jumelle. C'est juste très bizarre qu'elle joue 2 rôles, un qui a un toupette, l'autre pas de toupette, que tu le sens que c'est un peu off des fois quand il parle au montage puis tout. Puis, tu sais, moi, révélation choc, ma mère est jumelle, puis je connais comme je suis assez proche de ça, c'est vraiment une relation fusionnelle unique. Puis je pensais qu'il avait créé ça parce qu'elle allait utiliser ça, puis il l'utilise pas pantoute, parce que comme elle l'isole, on la voit pratiquement plus du film. Fait que ça aurait pu être une sœur ou un frère bien normal. Fait que je comprends vraiment pas pourquoi il y a cette idée-là. C'est peut-être un clin d'œil à quelque chose d'autre du cinéma ben, ça vient d'un livre, je pense, ça par là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il doit y avoir un clin d'œil à de quoi, puis c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, mais je trouve ça... Peut-être que c'était dans le roman. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'était dans le roman d'origine puis qu'ils l'ont conservé pour le cinéma, mais effectivement, ça aurait pu... On aurait pu choisir quelqu'un d'autre, ça aurait bien fait. Fait que c'est comme un comment ne pas être en amour, ce film-là. Mais c'est super bien construit, là, l'espèce de... La pression, le crescendo qui monte tout au long du film, puis qu'on se demande quand même comment ça va finir, jusqu'où ça va éclater, parce que tout est possible dans ce genre de situation-là complètement malsaine. Oui, puis esthétiquement, c'est un très beau film. Les plans. Il y a une alternance numérique, il y a du 16 mm ou du 35, je ne sais plus, au travers là, du grain. Sur le ratio. Puis moi, je pense que la force du film, c'est vraiment, évidemment, la performance des deux comédiens. Ouais, Poupeau est terrifiant là-dedans. Donc, un contre-emploi pour lui aussi. Là. D'habitude, c'est plus... comédien un peu plus sympathique. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont offert aussi. C'était pour déstabiliser un peu. D'autres, on le connaît moins, mais en France, c'est quand même des grands acteurs. Là, fait que d'avoir une espèce de gentleman, jouer un peu le salopard. Et d'ailleurs, Poupeau voulait ça, vraiment, que son personnage soit comme un salopard au cinéma. C'est comme ça qu'il décrivait, qu'on retienne l'attention. Ouais, alors que si on avait pris, je sais pas, un Vincent Cassel, on est déjà habitué de le voir être quelqu'un de solide, puis de froid, puis tout. Oui, qui peut être méchant. C'est ça. Romain Duris aussi, mettons, aurait pu être un contre-emploi et tout, mais c'est parfait, Poupeau. Fun fact, ils ont déjà joué ensemble, entre autres, dans la comédie dramatique Victoria de Justine Triel, qui vient de faire Anatomie d'une chute. Efira jouait une avocate qui devait défendre Poupeau d'agression sexuelle. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'ils sont amis dans la vie. Okay. Et quand que la réalisatrice a proposé Poupeau, Efira, je pense qu'elle était très contente. Évidemment, pour jouer ce genre de scène-là, ça te prend, je pense, une confiance absolue envers ton partenaire de jeu, là, parce que ça t'amène dans des zones qui ne doivent pas être évidentes. Oui, puis en plus, Efira a l'air... on dirait que ça la dérange même plus, là, mais toujours en nudité puis en scène de sexuelle, là, en simulation de sexualité tout le temps. Fait que ça doit. Je pense pas que c'est comme aller faire l'épicerie, là, ça, non, certains challenges, mais elle l'a fait plus souvent. Fait que je pense qu'elle se dit que si ça apporte au récit, c'est le cas ici, ben
pourquoi pas, là. Et d'ailleurs, le rôle avait été écrit pour Efira aussi. OK. Donc, En adaptant, là, je veux dire, pas le roman à base. Non, pas le roman, mais en fait, c'est Donzelli qui avait lu le roman pendant le tournage d'un film. OK. Mais elle est au début de sa carrière de réalisatrice et tout, parce qu'elle est aussi comédienne. Et elle ne se sentait pas prête à attaquer nécessairement ce genre de récit-là. C'est donné quelques années. Et puis, lorsqu'elle finalement s'est décidée à vouloir l'adapter, elle a envoyé le roman à Efira dire « Je veux écrire cette adaptation pour toi. Puis elle a accepté d'emblée. Là. Puis aussi, l'adaptation est co-signée avec Audrey Diwan, là, qui a fait l'événement aussi. Une autre, on vient de parler des doublés de jeunes réalisatrices prometteuses aux États-Unis ou en Angleterre. Ben là, c'est pareil ici en France. Puis, je pensais à quelque chose, ça m'est sorti l'idée. Je sais plus, quand on parlait d'adapter. Ben juste pour les plus vieux comme moi, c'était quand même le fun de voir certains visages. Là, j'ai peut-être une impression parce qu'on voit moins de films français ici, mais quand même 2 visages connus de la fin des années 90, début 2000, Romane Boringer et Virginie Ledoyen. Okay. Que moi, j'ai pris comme un coup vieux parce que les derniers films que j'ai vus d'elle, ça remonte à peut-être 20 ans. Là. Okay. Fait que là, ils sont rendus fin quarantaine. Fait que ça fait comme un petit choc, mais c'est quand même sympathique. Et c'était voulu de la part des réalisatrices d'entourer Efira de comédiennes aguerries et tout ça. Là. Fait que c'est sympathique pour les amoureux du cinéma français de revoir ces visages-là. Voilà. Et autre sortie, c'est la 100e année de Disney, des studios Disney. Fait que là, cette année, ils offrent Disney Animation, là, pas Pixar, mais bien la boîte Disney. Le Souhait, Achat et la Bonne Étoile, ou en version originale, Wish. Avec l'aide dans le fond, il y a un genre de magicien qui dirige un royaume et reçoit les souhaits de tout le monde et en exauce certains qu'il considère être bons pour la communauté. Mais il y a plein de souhaits qui ne seront jamais exaucés, puis il se garde un certain contrôle avec ça. Fait qu'Achat trouve ça immoral, finalement, que ce ne soit pas tout le monde qui a la chance de voir ses souhaits réalisés. Fait qu'elle a pris une bonne étoile et reçoit les pouvoirs d'exaucer les souhaits. Fait qu'il va commencer une espèce de challenge entre les deux, de elle qui exauce les souhaits de tout le monde, finalement. Fait qu'on est dans l'histoire classique un petit peu plus de Disney là, dans le conte au niveau de l'histoire puis de la confrontation et tout, dans ce qui est positif dans l'ensemble. Puis l'animation vraiment de haute tenue, on a une esthétique un petit peu différente de ce qu'on a vu récemment, fait que je pense que c'est très intéressant. Je vais être honnête, je n'ai pas encore vu, mais je pense quand même aller le voir. Ça m'intéresse plus des histoires originales comme ça que des fois les Toy Story 4 puis quelque chose comme ça, là, personnellement. D'ailleurs, c'est comme un film un peu référence méta, parce que de ce que j'ai lu, c'est comme La Bonne Étoile. C'est la bonne étoile de Disney qu'on voit dans le générique, dans leur logo, puis tout ça. Autour du château. Comme un petit lien avec ça. Puis là, il y a un petit, cette fois-ci, le petit animal cute, c'est une petite chèvre, mais avec une grosse voix très... qui, par la magie, va se mettre à parler. En réalisation, il y a ça. Il y a Chris Buck qui, lui, a réalisé Frozen 1, 2, mais même Tarzan. Ça fait longtemps qu'il est dans un giron de l'équipe de Frozen qui est derrière ça. C'est ça. Et de Moana aussi. Puis Fan Verasunthorn? En tout cas. Elle, c'est sa première réalisation, mais à travers en animation, c'est ça, Moana, Zootopia, Ralph 2. Là, ils font souvent ça, quelqu'un de chevronné avec un plus jeune ou une plus jeune, puis on développe comme ça les nouveaux talents de la réalisation, etc. Fait que voilà pour le souhait. Puis là, il y a encore Troll qui a pris l'affiche la semaine passée, fait qu'il y a de l'offre pour les familles ce week-end. La semaine prochaine, nous, on va voir enfin Dream Scenario. Je pense qu'il est sorti à Montréal, si je ne me trompe pas, avec Nicolas Cage. Moi, j'ai bien hâte de voir. Les premiers échos sont super bons. Rôle parfait pour Nick Cage. Un film assez flyé aussi, je pense, mais peut-être un petit peu plus léger que Saltburn, par exemple. Moins déstabilisant, peut-être. Ça a l'air d'avoir une vibe un petit peu de la Everything Everywhere là, dans ce genre de folie cinématographique. Il y a Les Feuilles mortes aussi, que j'ai pas regardé beaucoup, mais c'est une espèce de romance finlandaise et moi, j'aime beaucoup ce cinéma européen étranger. Là. Le vrai cinéma européen, pas Napoléon. Là, non, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, scandinave et voilà. Fait que, moi, je mets ça très large, l'Europe. Tout ça là-dedans. Bref, c'est ça. J'avoue que les 2 prochaines semaines sont un petit peu plus
relax, ou un petit peu plus indépendante ou nichée dans les sorties. On a comme eu, c'est ça, cette grosse déferlance Thanksgiving. Puis après, à partir du 15 décembre, là, que ici, les Trois Mousquetaires plus Wonka et tout, c'est ça. Fait que pour les 2 prochaines, c'est plus des films, disons, d'amateurs de cinéma. Bref, oui, entre autres, ça a été confirmé. Le Garçon et le Héron, le Miyazaki, qui va sortir le 8 décembre. Genre, on savait qu'aux États-Unis, il sortait, mais c'était un petit peu plus long pour le Canada. Okay. Mais 8 décembre, ça sort sur écran. Bien curieux de voir ça. Je pense pas que je vais avoir le temps de revoir... sa filmographie au complet? Non, je pense pas. Je peux essayer d'en regarder un autre ou quoi que ce soit pour avoir un petit comparatif. Là, parce que je pense que j'ai juste vu Totoro. Puis, je dois confesser que j'en ai vu aucun. J'aurais essayé d'en voir un chacun, mais pas le même. Puis j'ai commencé ce que j'ai appelé sur Letterboxd le Manrattan. Fait que j'essaie d'écouter tous les films de Michael Mann. OK. Fait que j'ai écouté Thief. Je vais les écouter dans l'ordre. Puis là, le second est comme assez weird. Là, The Keep, c'est ça? Ouais, dans un château. Tout, là, fait que j'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a comme une vibe film culte entourant ça. Fait que, bonne idée. Je pense que je vais faire pareil. Je vais me taper aussi. C'est ça. Il y a Heat que j'avais réécouté il y a peut-être 1 an, mais peut-être que quand je vais être rendu, je vais quand même vouloir le réécouter. J'aime vraiment ça. Moi, ça fait un petit bout que je l'ai vu. Peut-être une dizaine d'années facile. Fait que je vais avoir de le réécouter. Parce que j'avoue que c'est un réalisateur établi, mais j'ai pas vu tant ses affaires. Là. En tout cas, là, c'est parce qu'il va faire Ferrari qui sort le 25 décembre. Là. Bref, c'est pour ça que j'essaie de me mettre là-dedans. Mais bon, peut-être un petit Miyazaki au travers là, pour être prêt pour le 8. Bref. C'est tout pour cette semaine. Contactez-nous balado au singulier à commercial monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Le nouveau, d'ailleurs, arrive très bientôt pour début décembre. Là, on vous avisera, mais probablement que la semaine prochaine, il devrait être là, disponible au Québec. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite du bon cinéma, du bon popcorn et en pensant, là, vous n'êtes pas obligé de partir à la conquête du monde par amour. Il y a sûrement des solutions plus simples que ça. Ouais, ni de garder renfermé et isolé. Là, la juste milieu entre les deux, ça serait bien.